Bon, on va voir un peu les outils dont vous avez vu le monitorage tout à l'heure, les outils dont on dispose pour faire de la réanimation, et on va voir l'imagerie. Pourquoi l'imagerie? Parce que lorsqu'on se spécialise dans une spécialité médicale, il faut maîtriser les outils qui nous permettent justement de comprendre cette spécialité. Et se référer tout le temps au radiologue, c'est parfois un peu gênant. À 4 heures du matin, réveiller un radiologue pour voir un scanner et nous dire tiens, c'est un extradural, c'est un peu gênant. Donc nous devons maîtriser quand même quelques éléments ou ce qui est important pour la prise en charge des patients. Il y a certaines choses qui ne sont pas importantes dans l'urgence. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'urgence, réfléchir à ce qui pourrait mettre en danger le patient et ne pas forcément recourir toujours au radiologue. Ça, c'est le minimum requis pour nous. Donc, l'imagerie a évolué. Elle nous permet d'avoir un diagnostic. Elle participe à la thérapeutique. Et puis, vous verrez, avec le topo exceptionnel que va vous présenter le professeur Pumassé, et bien vous verrez le pronostic exceptionnel, oui, parce que vous avez la chance d'assister à, et je le dis honnêtement, vous avez la chance d'assister à quelque chose que les gens n'auront pas la chance de voir, des gens qui sont même de très haut niveau n'auront pas de chance d'avoir, donc soyez patients pour voir ce topo. Quelques prérequis, des choses que vous devez savoir. Alors, la différence entre du sang frais et du sang hyper frais. Des fois, on peut même se tromper dans le diagnostic. Regardez, le sang hyper frais est isodense. Il ressemble au sous-dural chronique, par exemple. Le sang est gris comme le cerveau. Et c'est le sang suraigu. En fait, il n'a pas le temps de devenir transformé en caillou. Il est encore liquide. Et quand il est liquide, il ressemble au sous-dural chronique. Parce que le sous-dural chronique, c'est quoi? C'est du sang liquide. Donc le sang, il est liquide, il est gris, il devient solide, caillou, il est blanc, comme vous voyez ici. Et puis, il va redevenir liquide lorsque la fibrinolyse aura lieu, donc dans les 2-3 semaines qui suivent. Et si vous regardez ici, ça, c'est des patients qui ont eu un saignement très récent. On les a vus saigner, on est allé au scanner, le sang n'a même pas eu le temps de cailloter. Vous devez savoir quelques séquences de l'IRM assez simples. Donc, la séquence flair, c'est la séquence où on a le cerveau gris, où on enlève tous les liquides et les régions du liquide sont noires. Et tout ce qui vient, c'est une séquence fourre-tout, c'est-à-dire elle montre la lésion. Tout ce qui vient se mettre en blanc, ça passe tout seul. Tout ce qui se met dans le parenchyme ou dans la place du liquide est en blanc et signe quelque chose de pathologique. Et à vous, selon le contexte dans lequel vous vous trouvez, vous dites, par exemple, vous avez ici du sang, vous voyez ici quelque chose de blanc, alors que ça devrait être noir. Ici, vous avez quelque chose de blanc dans le parenchyme. Eh bien, si c'est un traumatisme crânien, vous allez dire c'est de l'hémorragie ménagée, c'est de la contusion, c'est des lésions de trauma, d'accord? En fonction des circonstances. Ici, c'est un trauma, donc c'est de la contusion. Et si vous avez une masse dans un contexte infectieux, vous allez dire, tiens, ça c'est un truc infectieux, et ainsi de suite. Ce n'est pas discriminant, mais c'est quand même, ça signe la présence de quelque chose de pathologique. Ensuite, vous avez la séquence du fer, de l'hémosidérine, la séquence du sang. Quand il y a eu quelque chose d'hémorragique, eh ben, c'est la séquence T2 étoile, ça s'appelle SWAN, ça s'appelle SWI aussi. C'est une séquence de l'hémosidérine. Tout ce qui est noir, c'est du sang. Et ça, par exemple, vous avez des lésions axonales diffuses dans un contexte de trauma crânien. Ici, vous avez des microblesses dans un cadre de microangiopathie, des patients qui saignent et qui ont des pathologies des petits vaisseaux. Et là, par exemple, dans un cadre de trauma, vous avez ça, vous dites, tiens, c'est des lésions axonales diffuses, c'est un piqueté hémorragique au milieu du parenchyme, c'est des lésions axonales diffuses. Troisième séquence, c'est la séquence de l'ischémie, la diffusion. C'est la séquence qui va rechercher la présence d'un œdème cytotoxique. C'est de l'eau qui est frappée dans les cellules et qui nous fait, et qu'on voit uniquement en diffusion. L'œdème cytotoxique, on ne le voit, l'œdème vasogénique, on ne le voit pas en diffusion. D'accord? Et donc, ça, c'est la séquence de diffusion, qui est la séquence de l'ischémie. Et vous voyez ici, on a une ischémie du territoire sylvien. Donc, c'est une séquence qui se positive à 40 minutes, d'accord? La séquence flair se positive plus tardivement. Vous voyez ici, par exemple, la diffusion, elle est positive, vous voyez, le flair n'est pas encore, la lésion n'est pas encore apparue. Donc, connaître l'interprétation basique de ces lésions permet déjà de comprendre ce qui se passe. Et puis, il y a l'ADC qui est une autre forme de mise en évidence de lésions ischémiques. On appelle ça le coefficient apparent de diffusion. Et vous voyez, au lieu de voir en hypersignal
la lésion en diffusion, et ben on la voit en ADC avec, elle est en hyposignale. Donc c'est à peu près la même chose. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que ce n'est pas le but du topo. C'est uniquement pour vous donner un aperçu sur les imageries que vous devez connaître. Savoir, connaître le retentissement aussi d'un bas débit, comment ça se manifeste. On a des outils d'imagerie qui nous permettent de savoir, le scanner de perfusion, qui nous permet de voir le retentissement d'un bas débit. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle le ralentissement du temps de transit moyen. On injecte donc de l'iode et on prend des séquences rapides et on analyse le temps de transit de l'iode. Et à partir de cette courbe de transit, on établit justement, en comparant les deux hémisphères, on voit qu'il y a une diminution donc, de la perfusion par un allongement du temps de transit. Et quand vous avez un allongement du temps de transit moyen, c'est une baisse du débit. Et là, on regarde le volume sanguin cérébral pour voir si le volume sanguin cérébral est égal. Et on a la même image ici, c'est une ischémie constituée. Si l'image est différente, c'est une pénombre. On va le voir tout de suite, regardez. Donc, s'il y a mismatch entre les deux, une différence entre le volume et son transit, eh ben, c'est de la pénombre. Il faut agir vite, le territoire est récupérable. Si par contre, vous avez la même image en volume et en allongement de temps de transit moyen, c'est très probablement de la lésion ischémique constituée et possiblement non récupérable. L'IRM de perfusion est une technique aussi, une imagerie qui permet aussi d'évaluer la perfusion. On fait une IRM de perfusion, donc on regarde comment est perfusé le cerveau, et puis on va mettre en parallèle la diffusion, d'accord? On va regarder ce qui se passe entre les deux hémisphères, et on a la même chose qu'on a vu avec le scanner. Si vous avez l'apparition, au niveau de la diffusion, s'il ne se passe rien du tout, il y a une mismatch, donc c'est de la pénombre, mais si vous avez un hypersignal en diffusion, identique à ce que vous avez ici, c'est une zone ischémique, donc abîmée, elle n'est pas récupérable. Une fois que j'ai dit ça, donc je vous ai donné un peu un aperçu sur les choses qu'on doit connaître. On n'est pas radiologue, donc on n'a pas besoin d'aller dans la finesse, mais il faut connaître certaines choses de base. On va voir tout de suite la traumatologie crânienne et ce qu'il faut savoir. C'est impératif de connaître ce que je vais vous dire là parce que c'est comme ça qu'on arrive à gérer nos patients. Et parfois, ça nous arrive, et je le dis parce que c'est une vérité, d'aller voir les radiologues et de leur donner tiens, vous n'avez pas vu cette image, rectifiez votre compte rendu. Parce qu'on est habitué, on regarde beaucoup d'imagerie. Donc vous devez savoir tout ça, toutes les lésions qui sont à l'intérieur du cerveau et qui sont d'origine traumatique, et puis connaître les lésions qui présentent un risque pour le malade. Parce que connaître le risque, c'est agir avant qu'il y ait des lésions, avant qu'il y ait des lésions définitives. Bien sûr, vous avez le risque vasculaire, risque endocrinien, risque infectieux, tout ça, il faut le savoir, on va les voir. Et puis, le risque chirurgical, enfin, les lésions qui sont chirurgicales et qu'il faut opérer. Alors, on a différents types de lésions. Les lésions axiales, ce sont celles qui touchent le parenchyme, l'œdème cérébral, les actions diffuses, les contusions, les hématomes. On va voir ça rapidement. Ça, c'est l'œdème diffus. Regardez ici, vous ne voyez aucun sillon. L'œdème, il a des caractéristiques. Donc, quand le cerveau gonfle, on ne voit plus de sillon. Parce que le LCR est chassé vers le canal spinal ou bien rentre dans le parenchyme. Vous voyez ici un œdème et les structures liquidiennes disparaissent. Vous voyez, il n'y a plus de liquide autour des citernes de la base, enfin au niveau des citernes de la base, il n'y a plus de ventricule. Là, c'est un œdème. Après, on verra ce qu'est l'œdème vasogénique et l'œdème cytotoxique à l'image. Et vous voyez ici, c'est un œdème tellement important qu'on ne voit plus la différence entre la région corticale et subcorticale. L'œdème vasogénique, il faut savoir interpréter les œdèmes parce qu'un œdème cytotoxique, il est plus grave qu'un œdème vasogénique. L'œdème cytotoxique, c'est un œdème en doigt de gant. En doigt, regardez, il respecte la substance grise. Il rentre, il est dans la substance blanche, mais il respecte la substance grise. Ça, c'est un œdème vasogénique. Cet œdème-là, on ne le voit pas en IRM de diffusion. Et regardez ici, vous voyez, on a l'impression que la substance blanche est foncée et la substance grise est intacte. Ça, c'est un œdème vasogénique. C'est un œdème extracellulaire et il accentue la différence entre substance grise et substance blanche. L'œdème cytotoxique, c'est l'œdème de l'ischémie. Vous voyez? Et il prend en masse, regardez ici, c'est un territoire artériel, et regardez, ça ne respecte pas, c'est pas en doigt de gant, ça prend toute la cellule est morte, et tout ce qui est lié à la cellule est mort, donc vous avez un truc coupé au couteau, vous voyez, tout est mort. OK? Donc, c'est un œdème qui touche la substance grise et la substance blanche. Il est intracellulaire et devient extracellulaire forcément, touche la substance grise et la blanche, et il efface la différence entre substance grise et substance blanche, ça se mélange. La substance, là, avant, vous avez vu, la substance
grise, elle est claire, la blanche, elle est plus foncée, et ici, il n'y a plus de différence. Vous voyez l'imagerie, donc elle vous donne un diagnostic. Ensuite, les lésions axonales diffuses, ce sont des lésions d'accélération-décélération ou de rotation et qui vont induire des lésions à l'intérieur du parenchyme. Le cerveau n'a pas besoin c'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui est au niveau de l'os, comme on verra avec les contusions. C'est à l'intérieur parce que la substance blanche, la substance grise ont des densités différentes. L'accélération et la décélération se fait un petit décalage et donc vous avez des déchirures d'axones et qui vont apparaître à l'imagerie par des petits pics hémorragiques qui signent des lésions capillaires à côté et on les voit. Des fois, il y a des axones qui sont coupés et d'ailleurs, c'est l'intérêt de l'imagerie que vous montrera Louis Pubassé, c'est que quand on n'a pas de lésions apparentes, on se dit, tiens, le scanner est bien fait, c'est des lésions de cisaillement qui sont non accompagnées d'hémorragie. Et c'est pour ça qu'une grande partie des lésions, on ne les voit pas. Voilà ces lésions, et vous voyez, elles sont à l'intérieur du cerveau et pas en périphérie, donc ce n'est pas dû à l'impact du cerveau contre les parois osseuses. Vous voyez, là, vous voyez, regardez des taches. Donc là, ça veut dire qu'il y a des capillaires. On regarde, l'axone, lui, il ne saigne pas. C'est un micro-vaisseau à côté qui saigne. Et ces petites taches blanches, donc c'est du saignement, c'est les lésions axonales diffuses. Et ça peut toucher aussi le tronc. Vous avez ici au niveau du corps calleux et vous avez au niveau des hémisphères. Et ça, c'est une séquence hémosidérine, donc c'est la séquence T2 étoile. Et vous voyez au niveau du scanner aussi, on voit ces taches blanches. Et c'est des lésions les plus graves, ça veut dire que le cerveau a été impacté dans son ensemble. Et parfois, les patients ont cette imagerie et ils ne se réveillent pas, alors que ça paraît pas très grave. Les lésions de contusion, ce sont les grosses masses, les grosses lésions traumatiques au niveau du parenchyme et qui sont en périphérie, en bordure du cerveau, parce qu'elles sont dues à l'écrasement du cerveau. Quand il s'accélère, il s'écrase contre les parois osseuses. Et puis, vu que le crâne n'est pas plat à l'intérieur, donc il y a des saillies osseuses, eh bien, il est déchiré à l'intérieur, il est impacté, et vous avez ces lésions qui sont en contact de l'os et souvent accompagnées d'un contre-coup. Et vous voyez, c'est des lésions hémorragiques inhomogènes avec deux l'œdème autour. Ça touche les lobes frontaux, les lobes qui sont en regard à côté de l'os et qui viennent taper l'os. Et ça nous permet, la lésion coup contre coup nous permet de savoir dans quel sens a eu lieu le traumatisme, vers l'avant, vers l'arrière. Elles sont plus volumineuses, donc vous avez vu que les dessins conjonctivus, elles sont évolutives. Ces lésions déclenchent un phénomène de coagulation et de thrombose qui va consommer, donc qui va générer un certain nombre de consommations avec des lésions hémorragiques qui vont s'entretenir et souvent les lésions s'aggravent. Donc ce sont des lésions évolutives, d'accord? Regardez ici, donc la lésion de conclusion, c'est de l'hémorragie, de l'œdème cytotoxique, vasogénique, parce qu'il y a des lésions aussi vasculaires, et donc c'est l'écrasement du cerveau quand les arêtes vives, les arêtes osseuses vives du cerveau. Regardez ici les lésions coup contre coup, que je voulais vous montrer, voilà. On sait dans quel sens a eu le traumatisme, donc l'axe où a été percuté, où a basculé le cerveau. Les contusions du tronc. Le tronc, il est en regard d'un os aussi, donc il peut subir dans un mouvement violent de bascule, il peut venir s'impacter contre une structure osseuse qui est le clivus. Le clivus, il est fait d'une partie du sphénoïde et de l'os occipital, et donc le clivus, il est vertical, et le tronc est juste en regard, donc il peut percuter et avoir une contusion à ce niveau-là. Et vous voyez cette image-là, voilà, le clivus, il est là, c'est cet os qui est là. Vous voyez, il descend comme ça, donc le tronc cérébral peut venir percuter le clivus. Les hématomes traumatiques, regardez ici, c'est patient qui a un trauma crânien, et comme je vous l'avais dit tout à l'heure, vous voyez, le sang n'a pas eu le temps, quand on regarde bien, on voit le sang est isodense. Et on lui a refait un scanner quelques heures plus tard, c'est plus le même malade. Vous voyez, là, c'est vraiment des hématomes qui sont apparus. Les lésions extra-axiales maintenant, les lésions qui sont autour du cerveau, mais qui ne sont pas dans le parenchyme. Qu'il faut connaître, ce sont toute la liste que je vous ai mis ici, on va les voir. Donc, vous avez l'hématome extradural, c'est une lentille biconvexe, vous savez tout, donc c'est à l'extérieur. À l'intérieur du crâne, mais à l'extérieur du cerveau, ça repousse le cerveau. Donc, en théorie, le cerveau est sain, mais ça reste quand même souvent accompagné de lésions parenchymateuses. Mais parfois, on a des lésions qui sont pures parce qu'il y a une fracture, et souvent, c'est la fracture qui blesse un vaisseau. Trois origines de saignement. Une artère méningique qui est sectionnée par... Il y a toujours une fracture. Soit la fracture a lésé une artère méningée et c'est l'artère méningée qui saigne. 15% de mortalité.
soit c'est l'os des veines osseuses qui saigne, c'est la même chose, soit c'est un sinus qui saigne. Si un sinus veineux saigne, c'est 45% de mortalité. Ça multiplie la mortalité par 3. Donc, la gravité d'un extradural est liée aussi à l'origine du saignement, ce qu'on oublie fréquemment. L'hématome sous-dural, c'est une entité particulière. C'est plus grave que l'extradural de base déjà parce que c'est sur le cerveau. Là, on a un saignement sur le parenchyme et pas à l'extérieur du parenchyme comme l'extradural. Donc, il épouse la forme du cerveau, donc il épouse la convexité du cerveau et on va voir comment on peut l'interpréter. Il peut être grave d'emblée, comme il peut être apparenté à un extradural. Regardez ici, je vous montre deux patients qui sont différents avec des sous-duraux. Celui-là, il a un sous-dural. L'épaisseur, la déviation de ligne médiane est égale à l'épaisseur du sous-dural. Celui-là, il se comporte comme un extradural. C'est-à-dire que c'est le sous-dural qui a déplacé le cerveau. Il suffit de l'enlever et on remet le volet. En revanche, celui-là, la déviation du médiane est largement supérieure à la taille 2. Donc, le sous-dural n'est qu'un épiphénomène dans quelque chose d'extrêmement grave et qui est surtout intraparenchymateuse. Donc, vous avez une contusion édémateuse telle qui déplace la ligne médiane plus que cette. Donc, ce malade-là, vous ouvrez le crâne, vous enlevez le sous-dural, vous remettez le crâne. Ici, le chirurgien ne pourra jamais remettre l'os. C'est un volet décompensé. Ce malade-là, je dirais à la limite, avant de faire le volet, discuter s'il va vivre ou pas. Parce que quand on voit ça, même si on fait le volet, à mon avis, ça n'ira pas loin. C'est une forme grave. Donc, quand vous avez cet aspect-là, avec une déviation importante, eh ben, ça se passe à l'intérieur du cerveau plus qu'à l'extérieur. Et dire, je vais enlever le sous-dural et remettre le volet, impossible. Parce que c'est le parenchyme qui est gonflé. Et d'ailleurs, il y a des études des études anciennes qui montraient que la mortalité est liée justement à la déviation de ligne médiane. Regardez ici, quand vous avez, là, ça c'est la relation du nombre de survivants avec la déviation de ligne médiane. Quand vous dépassez une ligne médiane plus de 25 mm, quasiment 100% de mortalité des patients. Parce qu'il y a un engagement. La déviation vous montre déjà l'effet qu'il y a sur le cerveau, la partie haute, et imaginez que vers le bas, ça pousse aussi, que vous avez le tronc subi énormément. Donc, au-delà de 28 mm, 100% de mortalité. La différence ici, c'est la différence entre la déviation et l'épaisseur du sous-dural. Quand la déviation est supérieure à l'épaisseur du sous-dural de plus de 5 mm, c'est 50% de mortalité. D'accord? Vous voyez, donc cette différence, elle a déjà une importance. Quand c'est plus de 15 mm, c'est 100% de mortalité. Les hémorragies pneumoniques, vous avez ici, vous voyez, dans un contexte de trauma, vous avez cette d'hémorragie méningée et vous voyez une contusion, enfin une lésion, des lésions du corps calleux, et donc ça, c'est traumatique. Ça aurait été une hémorragie méningée par rupture d'anévrisme, vous n'auriez pas ça, vous aurez que de l'hémorragie méningée. Ici, vous voyez, il y a des lésions ici, on voit que c'est de l'hémorragie méningée post-traumatique. Alors, quels sont les signes scanographiques d'HIC? On parlait tout à l'heure d'hypertension intracrânienne, vous n'avez pas d'outils partout, donc regardez aussi le scanner. Les signes scanographiques d'HIC, eh ben, ce sont ceux-là. Le deuxième important, la disparition des sillons, la disparition des citernes de la base, donc il n'y a plus de liquide, parce que quand le cerveau gonfle, il chasse tout le LCR. Le système ventriculaire virtuel, et quand on a une déviation de ligne médiane supérieure à 5 mm, on est sûr que 90% des patients qui ont ça, en aigu, hein, en post-traumatique, en une hypertension intracrânienne. Et cette déviation de ligne médiane augmente, c'est un facteur pronostic, et plus c'est élevé, et plus vous avez de morts. On voit ici par exemple 5 mm, ça multiplie la mortalité par 2. Alors, je voudrais attirer votre attention que lorsqu'un malade est dans le coma, même s'il a un scanner normal, il peut être en HIC. Souvent, on nous dit, tiens, le scanner paraît normal. Alors, des scanners normaux peuvent parfois cacher une HIC. Alors, lorsque vous avez un patient comateux avec scanner anormal, l'incidence de l'HIC est de l'ordre de 60%. Coma avec scanner normal, l'incidence est 13%. Donc, on peut être dans le coma avec un scanner normal, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en HIC. Il faut faire attention, des fois, le LCR ne ressort pas, et donc l'addition d'une image d'œdème cérébral et de LCR qui ne se ressort pas sur un patient qui a une hémorragie méningée traumatique, eh ben, la superposition des deux vous donne un aspect normal, alors que le malade est en HIC. Faites le Doppler et vous verrez que l'IP est élevé. D'accord ? Donc, un scanner normal n'élimine pas une HIC. Alors, attention au scanner précoce. Je vous montre un patient à H3. On lui a refait le scanner à H16. Vous voyez, je vous avais dit tout à l'heure que les lésions contusions sont des lésions évolutives et donc ce n'est plus le même. Il est passé
une situation où il paraissait moins grave et une situation où il devient plus grave. Ce patient était en HIC, bien entendu. Ici, ce patient, vous l'avez vu tout à l'heure, voilà, donc rapidement. Et ici, un patient qui est arrivé avec une hémorragie méningée, un œdème. Vous voyez l'œdème en doigt de gant, comme je l'avais dit, œdème cérébral majeur, et il chute de sa hauteur sur un roller. Et il était en train de. On l'a sorti du bloc, et puis on a posé une DVE, et on est tout de suite reparti parce qu'il était en train de développer un extradural. La question, est-ce que cet extradural n'est pas dû à la DVE? Question, on ne sait pas. Mais vu qu'il était grave, on est parti quand même faire le scanner avant de remonter en réanimation, et il avait un extradural qui a été en mode. Donc, bien entendu, il est retourné au bloc immédiatement pour évacuation de l'extradural. Alors, il faut penser aux lésions, ça c'est des lésions parenchymateuses, mais nous avons des lésions artérielles et veineuses, et il faut les avoir à l'esprit parce que vous pouvez avoir un scanner pas très grave, le patient on est content, il n'a pas beaucoup de lésions, il va s'en sortir, et puis il va nous sortir par la suite une ischémie ou un gros hématome parce qu'on est passé à côté d'une lésion vasculaire qu'on aurait pu sécuriser si on l'avait su. Je vous donne cet exemple d'un jeune 26 ans, céphalie brutale, coma. Il arrive avec ce scanner-là, vous voyez défiler, avec un hématome de la fosse postérieure. 26 ans, bon. On lui fait l'artérie, non, je scanner, il n'y a rien, on lui fait l'artériographie 4X, on ne trouve rien. Et à J7, il fait un vasospasme. Bon. Et on a une nouvelle information. Sa mère nous dit, il y a 6 mois, il a été frappé, il a été tabassé au Chili, il était en vacances, et il a été hospitalisé pour trauma crânien. Et en fait, quand ils l'ont tapé, il est tombé en arrière. Vu qu'il y avait le vasospasme au Doppler, on est parti pour l'artère, on a dit, faites-nous 6 axes. Et ils nous font les 6 axes. Et qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, un faux anévrisme de la partie occipitale de l'artère méningée. Et c'est ça qui avait signé. En fait, c'était ce qu'il avait il y a 6 mois qui est apparu progressivement. Donc, c'est dû à son traumatisme parce qu'on est sur l'artère méningée. Ce n'est pas un anévrisme classique. Et bien entendu, et il a été traité de. On a découvert le vasospasme, bien sûr, vous voyez, spasme médial. Donc, les traumas crâniens qui ont une hémorragie méningée, spasme. On passe. OK. Donc, voilà, ce patient a été traité, bien sûr, on l'a traité après pour cette malformation. Les mécanismes, donc on a des dissections vasculaires, donc dissection artérielle, on parlera de l'artériel et du veineux. C'est des mécanismes qui sont liés à la haute cinétique avec des phénomènes d'extension. Et vous voyez, la carotide, elle passe dans des cadres osseux, que ce soit la carotide ou la vertébrale. Ils sont pris en tenaille entre deux structures osseuses, le rachis cervical et la mandibule. Et donc, ça peut être disséqué. Et puis, vous avez aussi la base du crâne, puisqu'on a parfois des fracas de la base du crâne, comme vous voyez ici, et qui peuvent induire justement des lésions valvaires, puisque les vaisseaux rentrent dans le crâne à partir de structures osseuses. Et les fractures osseuses peuvent gêner, quelles que soient les fractures. Rocher, du côté du rocher, il y a les veines, par la base, il y a les carotides. Et donc, on peut avoir aussi des plaies directes, et c'est encore plus grave. Vous avez une brosse à dents ici, quelqu'un qui tombe sur une brosse à dents, il peut léser sa carotide. Alors, souvent, c'est une lésion, c'est une brèche intimale avec un saignement en intramédial. D'accord? Vous voyez, je vais vous montrer un peu le mécanisme. Vous avez une lésion sur la haute cinétique, vous avez une lésion médiale avec un saignement à l'intérieur des vasovasorum. C'est des petits vaisseaux qui alimentent qui nourrissent les artères. Et c'est ça qui va justement générer, qui va abîmer la paroi. Et vous voyez, la paroi, elle a une limitante externe, une limitante interne, et puis l'adventice. Ça, vous connaissez l'anatomie, ou je vous renvoie vers l'anatomie. Mais regardez ce qui se passe. Ça, c'est hyper important. Vous voyez, les patients qui ont une dissection artérielle ne saignent pas toujours. On est entre deux choses, entre le saignement et la thrombose. Alors, pour les dissections extracrâniennes, la structure artérielle est différente. Et ça, c'est hyper important. Vous voyez l'intima qui est fine et le vaisseau, quand il est lésé, il a tendance à s'ouvrir vers l'intérieur et à se disséquer vers l'intérieur. C'est l'anatomie qui est comme ça. Et donc, au niveau extracrânien, on a le risque de dissection avec thrombose. En revanche, en intracrânien, regardez, la limitante élastique interne est rigide, d'accord? Donc, les choses se font, ça ne se fait pas vers l'intérieur, la déchirure se fait vers l'extérieur. Et c'est pour ça que les lésions artérielles endocrâniennes ont tendance à générer du saignement. Et donc, quand on a une lésion, une dissection artérielle, extracrânienne ou intracrânienne, ce n'est pas la même approche. À l'extérieur, ça thrombose, à l'intérieur, ça saigne.
Donc, ça nous donne quoi comme lésion, ces mécanismes cinétiques? Eh ben, on a des ruptures vasculaires, des anévrismes traumatiques et on a des fistules artério-veineuses qu'on peut voir apparaître. Et souvent, vous voyez, les ruptures vasculaires vont nous donner des faux anévrismes. En fait, le faux anévrisme, c'est un trou dans l'artère et qui est bordé par le parenchyme. Il n'y a pas de paroi. Fracture à la base du crâne, vous voyez le cheminement de la carotide, donc ça c'est de l'anatomie, et donc on comprend pourquoi ces fractures génèrent des lésions vasculaires. Vous voyez ici, fracture au niveau du cou, au niveau du rachis, et vous voyez une dissection vertébrale, une occlusion sur 3 cm. Et chez ce malade qui a la dissection vertébrale, on a le Doppler qui nous permet de voir qu'il y a une inversion. Donc cette vertébrale n'étant plus alimentée à partir du cou, elle est reprise par l'autre côté de voie rétrograde et vous voyez, elle est positive. Donc le Doppler permet de savoir aussi, en faisant un Doppler complet au patient, vous détectez les anomalies vasculaires même sans avoir un angioscanner. Et vous voyez, je vous ai mis en parallèle des vertébrales normales et un thrombocytaire normal. Ici, un patient qui avait une fistule méningo-méningée, et regardez, en faisant l'artério, on avait vu un fracas important, et on lui a fait à ce malade une artériographie, bien sûr. Il y avait l'angioscanne, c'était douteux, et vous voyez comment ça saigne à l'extérieur. Et ce patient a été bien sûr pris en charge assez rapidement, sinon, vous imaginez bien qu'il serait décédé. Voilà, on a fermé l'artère méningique qui porte l'anévrisme, vous voyez ici, avec du matériel, donc des coils, et ça a fait disparaître, vous voyez, le faux anévrisme, il n'y a plus rien. Ici, un autre patient, faux anévrisme carotide interne. Vous voyez, on le voit ici en angioscanner. C'est un patient chez qui on a fait parce qu'on avait des anomalies au Doppler, une sorte de flux assez anormal au niveau de la carotide. Et puis, on a fait un angioscan qui nous a montré ça. Et puis, on est allé rapidement en artérographie. On avait fait un angioscanner chez lui à J1, il n'y avait rien. Et ça, c'est un scanner motivé par le Doppler à J5. Et à J5, on découvre ça. Et vous voyez, et c'était très menaçant parce qu'en 5 jours, apparition de ça, vous voyez ici, et on est allé rapidement, c'est un jeune qui était Glasgow 15, on communique avec lui, il avait un bon état neurologique. Je pense que si on n'avait pas vu ça, il serait mort dans les jours qui auraient, parce qu'il allait saigner. Donc on l'a embolisé et ça s'est très très bien passé. Voilà, vous voyez donc l'anévrisme et l'image d'après. Ici, c'est une jeune de blessure par arme à feu. Donc, elle a tiré au niveau de la région temporale. Donc, elle a abîmé ses deux nerfs optiques. Elle était venue en réa. On l'a prise en charge. Et puis, finalement, au bout de quelques jours, attendez, pardon, elle fait une HIC sévère avec cet hématome. Vous voyez, il est hyper frais. On descend sans de pic alors qu'elle était consciente. On la réendort rapidement. Et puis, on fait un angioscanner qui va nous permettre de voir justement un faux anévrisme. Vous voyez, de la cible, d'une branche de la cibienne, et on a celui-là, c'est un trou dans une artère et donc il y a du sang qui tourne dedans. On l'a, là vous voyez, c'est le glubrant, on a mis de la colle, ça c'est la colle que vous voyez ici avec de l'iode, donc on l'a fermé avec de la colle, vous voyez l'anévrisme, il est là, et puis avec le traitement, il n'y a plus d'anévrisme. Donc, vous voyez, toutes ces lésions vasculaires, on les recherche parce que ces malades-là nous ont permis justement de faire attention dès qu'il y a un fracas facial. Vous voyez ici, un patient qui a une fracture de la base, et vous voyez, on a du sang derrière. Vous voyez, le clivus est là, vous voyez, il y a du sang derrière la sphénoïde, et on s'est dit, lui-là, il ne peut pas échapper à un examen vasculaire. Donc, maintenant, on le fait systématiquement, et ces patients, on lui avait d'abord fait des choses simples. Déjà, au Doppler, je vous montrerai ce que j'ai trouvé, c'était un des éléments motivants, l'angioscanner, puis l'artérographie. Il avait au Doppler quelque chose de particulier, vous allez le voir. Et donc, vous voyez la fistule carotido-caverneuse avec un temps veineux précoce, et vous voyez les veines ophtalmiques dilatées, d'accord? Et après embolisation, on ne voit plus le réseau veineux, on voit que les artères. Et vous voyez, les veines ophtalmiques ont disparu. Voilà, avant traitement, après traitement. Et ça entraîne justement la fistule carotido-caverneuse ne met pas en danger le patient, mais elle met en danger surtout l'œil parce que le système veineux, la carotide est englobée, elle est entourée d'un manchon veineux, qui est le sinus caverneux, et donc c'est comme si vous avez une fistule pour dialyse. Et donc le patient ne se vide pas,
mais l'œil n'arrive pas à se vider et vous avez surtout une symptomatologie ophtalmologique. Et d'ailleurs, je vous incite à ausculter les yeux, c'est le patient qui a un trauma crânien. L'auscultation fait partie de la surveillance des patients. Ausculter les yeux quand il y a une fracture et ça souffle comme une fistule. Si vous avez ausculté une fistule, eh bien, ce sera la même chose. Vous entendez un souffle et ça se transmet d'ailleurs aux deux yeux. Et vous voyez ici, il y a une exophtalmie du fait de la difficulté de la drainage veineux. Et voilà ce qu'on avait au Doppler chez ce malade. Je me rappelle, j'ai fait le Doppler. C'est le Doppler qui avait montré ça. J'ai fait le Doppler que je vois une boule. Ici, l'acide vienne. Et qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est ça qui a motivé. Et on a découvert à l'artérographie la fistule qui a été embolisée, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Et d'ailleurs, ça m'amusait parce que j'ai dit, voir, je vais essayer de trouver le trou par où passe le flux de cette fistule, parce qu'il y a toujours un trou dans l'artère qui passe dans la veine. Et bien voilà, ça nous donne. Dommage, il n'y a pas le sang. Vous voyez, ça c'est la partie normale de la carotide. Et puis quand j'arrive au trou, j'ai les vitesses qui changent parce que ça passe sous pression et je passe à une vitesse de 90 à 180 parce que le sang carotidien passe à travers ce trou. Ici, c'est un faux anévrisme au niveau de la région pétreuse. Donc, c'est une fracture. Vous avez sinus caverneux, vous avez un autre sinus en dessous qui est le sinus pétreux. Pareil, ça donne la même symptomatologie. Vous voyez, le sinus, c'était un patient on avait découvert ça, un faux anévrisme. Il n'avait pas encore saigné, mais on le surveillait comme le lait sur le feu. On avait décidé de faire une artérie dans les 48 heures. Eh ben, on a vu que ça saignait autour. Donc, ça ne tue pas le malade, pareil, mais ça met le système veineux sous pression. Eh ben, on est allé l'emboliser. C'était réglé. Ici, un jeune de 15 ans, fracture canal carotidien, Glasgow 15, aucun symptôme. Et vous voyez cette fracture-là, je l'ai mentionné ici. Et il arrive avec ce Doppler-là. Et regardez le Doppler normal, c'est ça. Cérébrale antérieure, cérébrale moyenne, et là, cérébrale antérieure ici. La cérébrale antérieure de l'autre côté, au lieu d'être bleue, elle est rouge parce qu'elle est reprise par la communicante antérieure. Et vous voyez que quand je descends vers le bas, il n'y a pas de carotide. Et vous voyez, il y a une autre chose, la communicante postérieure est bleue, là, elle est rouge, elle revient, alors qu'elle fait partie du système vertébro-basilaire, son débit est plus faible que celui de la carotide. Donc, ça revient parce qu'il n'y a pas de carotide. Il y a une compétition de flux entre les deux. Et donc, cet état-là, le fait d'avoir ça, ça nous regardez deux polygones. Le polygone normal, cérébrale antérieure, communicante postérieure, d'accord? Et ici, regardez comment ça a changé. La communicante postérieure revient et la cérébrale antérieure revient. C'est grâce à la communicante antérieure, à un bon polygone complet, que le patient n'a pas eu d'ischémie. Et bien sûr, on l'a gardé parce que malgré il tirait la 15, mais il avait le gros risque, donc il a été mis sous traitement. Et chez ce malade-là, l'ophtalmique, c'est inversé. D'ailleurs, l'ophtalmique, c'est l'artère qui fait communiquer le système carotidien interne et le système carotidien externe par le biais d'une branche de la carotide externe. Et vous voyez, vu que la carotide est disséquée, l'artère ophtalmique part de la carotide étant disséquée, eh bien, son flux normal, il est rouge puisque la carotide est là, le sang arrive vers l'œil. Ici, on voit c'est inversé parce qu'elle est reprise par une branche de la carotide externe qui revient et qui va à contre-courant et qui revient vers le siphon. Pour dire que quand on vous parle du Doppler transcrânien et de l'écho, c'est utile en réanimation. Ici, c'est le patient, voilà ce qu'il avait, ce patient, je vous ai montré la dissection carotidienne, la voilà, c'est cette dissection que vous voyez ici. Ici, une femme de 41 ans qui a été frappée par son mari avec une clé à molette et qui a créé des contusions avec une fracture de l'os occipital, vous voyez, du côté gauche. Et cette patiente avait donc des lésions hémorragiques et puis on avait craint pour elle la thrombose des sinus. Et d'ailleurs, le sinus s'était thrombosé. Et vous regardez ici. Ici, c'est le sinus sigmoïde. Donc, sinus latéral vient de là, et c'est dans le sinus sigmoïde. Et puis, vous avez la jugulaire qui descend de là. Et ici, vous voyez, il y a un vide. Ça ne se remplit pas. Donc, le sinus latéral était thrombosé. Et regardez, on ne voit même pas la jugulaire. Ici, on la voit, ici, on ne la voit pas. Sur cette fracture, le sinus latéral gauche n'était plus alimenté. Et donc, on l'a surveillé. Vous voyez ici, on voit le sinus. De l'autre côté, on ne le voit pas, du côté de la fracture. Et voilà, ici, c'est un danger. Bon, c'est à peu près la même chose, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Et progressivement, le patient a commencé à récupérer. On a mis sous anticoagulants quand on est sorti de la phase aiguë et il y a une réperméabilisation du sinus. Sachant qu'elle était drainée, le sinus veineux droit était plus important que le gauche, donc c'était le dominant, donc il n'y a pas eu de conséquences. Le patient a bien évolué. Dans les extraduraux,
sur une fracture ici du sommet du crâne, eh ben, il y a le sinus longitudinal supérieur. Donc, là aussi, on avait surveillé donc, par échographie et par angioscanner, et ça avait bien évolué. Là, un patient chez qui, j'attire votre attention sur les jugulaires. On avait mis une jugulaire d'un côté et une GVO2 et le cathé sous-clavier à un moment donné. Et il a thrombosé ces deux jugulaires, ces deux sous-clavières, et il a fait de l'HIC à 14 jours alors qu'il était en train de sortir de la phase aiguë. Il s'est remis en HIC, on s'est permis de publier pour attirer l'attention des collègues sur le risque d'avoir un syndrome cave supérieur et qui va empêcher le drainage cérébral, le drainage veineux cérébral et générer de l'hypertension intracrânienne. Ce patient, il avait été mis sous anticoagulant avec une bonne évolution. La pneumoncéphalie, donc les fractures de la base, génèrent une fuite de LCR et cette fuite de LCR est remplacée par de l'air. Et ces fractures qui génèrent de la pneumoncéphalie exposent à un risque de méningite, il faut le savoir. Donc vous avez une rhinolicorée, autorhinolicorée, ça peut sortir par l'oreille, par le nez, par la base du crâne. Et donc on est exposé à la méningite. Et quand c'est la base du crâne, on peut être exposé au risque endocrinien avec plaie de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Alors, les lésions chirurgicales, il faut les connaître, c'est les embarrures, surtout lorsqu'elles sont ouvertes et quand elles sont très déplacées. Les grosses contusions avec HIC, maintenant, on essaie de ne pas toucher aux contusions, on essaye de faire des volets décompressifs parce qu'on sait que dans ces contusions, il y a aussi du parenchyme cérébral qui est pas atteint. Donc, mais quand on dit volet, ça veut dire qu'il faut discuter au cas par cas et c'est une décision qui est assez lourde parce que le but n'est pas de produire des végétatifs. L'extradural, pareil, c'est chirurgical quand ils sont volumineux et surtout ne pas attendre que le patient soit dans le coma pour l'opérer. Si on sent que c'est un extradural menaçant, il est suffisamment large, il laisse peu, il réduit la compliance cérébrale, il ne faut pas attendre que le patient soit dans le coma, il faut les opérer, comme ça on est tranquille. Et d'ailleurs, ça réduit le temps de surveillance et il sort rapidement. Le sous-dural, c'est selon les cas, si c'est un sous-dural avec grosse atteinte cérébrale, on se pose la question, faut-il faire le volet ou pas? Maintenant, quand c'est un sous-dural qui réagit comme un extradural, c'est-à-dire il dévie la ligne médiane avec la même distance que l'épaisseur, et bien celui-là, on opère et on enlève le sous-dural et on remet le volet. Alors, les autres lésions menaçantes, ce sont les lésions qui sont proches du tronc. C'est les hématomes de la région temporale. Ça, c'est un hématome très, très dangereux. Celui-là aussi, vous voyez, parce qu'il va pousser l'incus temporal qui vient venir écraser le tronc et écraser les artères cérébrales postérieures qui envoient des branches vers le tronc cérébral et vers le thalamus. Donc, c'est des lésions, regardez ici, c'est des lésions qui peuvent induire des atteintes ischémiques très, très importantes et puis avec compression du tronc cérébral, ce qui compromet le retour à la conscience des patients. Donc cela, il ne faut pas attendre que la pique, ce sont des patients qui ont un risque d'engagement à pique basse. Et puis, bien sûr, réfléchir au volet décompressif chez les patients chez qui il y a des lésions et on estime que le pronostic est bon. Donc, ne pas s'acharner, essayer d'enlever, creuser dans le cerveau, faire un volet, ça règle le problème. Et puis, le problème de l'HIC. Après, rediscuter, mais c'est une discussion pluridisciplinaire. J'en ai fini. Donc, vous avez vu, je vous ai mis un panel, ça a été rapide, mais je vous ai montré des images que vous devez savoir interpréter. Nous ne sommes pas radiologues, mais ce que vous avez vu là, ce sont des images qui sont à notre portée et qu'on doit savoir interpréter et rechercher pour prendre au mieux nos patients en charge et éviter de perdre des malades qui parfois ont un beau pronostic et ne pas passer à côté de lésions qui peuvent justement générer des lésions définitives alors que le pronostic de base semble bon sur les lésions parenchymateuses qui peuvent ne pas être très importantes. Voilà, ça nous permet donc d'apprécier. Donc, je vous ai mis ce que nous permet cette imagerie, le fait de la connaître, et puis ça nous donne surtout une autonomie suffisante pour ne pas à chaque fois appeler des gens qui sont parfois pris et prendre des délais dans la prise en charge. Je vous remercie.